j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Oh shit, c'est reparti mon kiki. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des finasses, c'est dégueulasse, ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chères auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Une fois n'est pas coutume, nous n'écouterons pas le camarade Mattei pour commencer cette nouvelle émission. Je vous propose plutôt d'écouter la charmante Dark. D'abord, il y a le boomer, qui respecte l'État, qui se masque et qui a peur de transgresser les lois. Il met bien son petit gel et s'éloigne des siens. Il croit en BFM et ça lui fait du bien. Il déteste voir les gens sortir dans la rue, lui qui ne sort pas, car on le lui a dit. Il n'est pas le dernier, téléphone à l'oreille, à dénoncer la fraude, comme nul autre pareil. Tester et retester, s'ennuie sans contester, conteste de s'ennuyer, mais il sait pas pourquoi. Il ne sait plus réfléchir, simplement obéir. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on se confine. Et puis il y a l'autre, la matraque dans la main, à faire ses petites patrouilles, à nous casser les couilles. Il préfère vérifier la sortie des hyper que de devoir lutter contre les vols de Kader. Il espère secrètement faire durer le confinement. Il faut passer l'hiver pour devenir commissaire et faire encore plus chier de malheureux Français. Il détruit le virus avec son petit képi, son unif sans pli, avec sa petite appli. Il aimerait bien avoir l'air, mais il n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer au dur quand on est juste un mou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on pense pas, monsieur. On ne pense pas, on prune. Et puis il y a les autres, le clergé qui dit rien, ou bien n'importe quoi. Du soir au matin, c'est pas chez eux que nous trouverons, ni rebelles ni soldats, ni même des courageux. Face à la République, ils adorent ramper et se feraient marcher dessus pour ne pas déranger. Fermant leur chapelle, arrêtant de prier, ils videront à Lourdes les piscines sacrées, tout contents de montrer qu'ils savent collaborer. Ils vident leurs églises et l'eau des bénitiers. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On cède. Et puis, il y a Carla. Du Covid, elle s'en fout. Elle aime être libre, bien plus libre que nous. Elle se balade sans masque et sans attestation. Elle méprise les fous qui regardent par en dessous. Ce n'est pas ce Macron, ni ces odieux spires qui vont bien l'empêcher de faire ce qu'elle fait de mieux. C'est-à-dire de vivre, rire et chanter. Les autres, ils disent d'elle que c'est une rebelle, qu'elle va choper le virus et que c'est bien fait pour elle. Il n'y a pas de raison que si nous on en chie, que l'on courbe le dos et que la Carla le fasse pas. Elle doit rentrer dans le rang et se faire toute petite, coton-tige dans le nez, sinon elle disparaît. Mais elle est pas prête pour la sainte muselière et l'asile d'aliénés où nous sommes enfermés. On ne change pas une équipe qui gagne, voici les actualités présentées par Derfonnet. L'actualité de ce lundi 9 novembre. Santé. Des députés réfléchissent à une quarantaine stricte pour les malades du Covid et les cas contacts, avec pourquoi pas 10 000 € d'amende si ce n'est pas respecté. Entre la lenteur des tests et leur incapacité à faire appliquer un confinement, on se demande comment ça pourrait marcher. À moins que ce ne soit un pas de plus vers le traçage de la population à coup d'appli et de GPS. GPS justement, votre smartphone vous veut du bien.
Waze et Apple Plan ont déclaré que les déplacements des Français n'avaient diminué que de 30% contre 80% au premier confinement. Ils ne précisent pas si ce ne sont que les trajets déclarés sur leurs applis ou si les infos sont récoltées différemment. Logement. À Paris, alors que nos SDF n'ont que peu d'options pour se mettre au chaud et respecter le confinement, l'ancienne mairie du 1er arrondissement devrait devenir un centre d'accueil pour migrants. Il remplacerait le centre de la Porte de la Chapelle. Pour les connaisseurs, il va y avoir une bonne ambiance autour du Louvre. Hôpital. Les chefs de service sont nombreux à imposer au personnel soignant de travailler lorsqu'ils n'ont que 2 symptômes du coronavirus, de quoi faciliter la contamination en milieu hospitalier et faire de jolies courbes. Livres. Nous évoquions la possibilité d'acheter des livres en ligne chez les libraires indépendants avec l'aide de l'État. Comme promis, nous avons suivi le dossier. Sans surprise, il n'en est rien. Les aides sont marginales et uniquement pour les livres neufs. Pas de quoi aider la librairie de quartier. Attestation. Pour Elisabeth Moreno, ministre du gouvernement, il est évident qu'une femme victime de violences conjugales n'a pas besoin d'attestation pour sortir. Alors, à vos maquillages et toutes dehors. Bon, il est probable qu'ensuite, en cas de contrôle, il faille déposer plainte. Faites attention quand même. Vérité. Le réalisme est mort, vive l'idéalisme. L'Oxford Dictionary a changé sa définition de woman. Il faut dire qu'avec pour synonyme bitch, maid et bird, c'était pas cool. Mais surtout, ils ont supprimé le fait que la femme était l'épouse d'un homme, et inversement. Scolarité. Jean-Michel Blanquer a déclaré que la dernière chose à faire en période de confinement, c'était fermer les écoles. Préparez-vous donc à une fermeture imminente, s'il est aussi bien informé qu'au premier confinement. Progrès. Des chercheurs japonais ont mis au point un scooter gonflable. Si. Pour les conducteurs de moins de 80 kg, tu peux gonfler ton scooter, balader dans le sac et te déplacer à la vitesse de l'éclair, soit 6 km/h. Autant marcher. Vocabulaire. L'inénarrable Karine Lacombe, réputée médecin, et avec quelques accords de Labo Pharma, continue à truster les plateaux de BFM. Elle confirme un frémissement de l'épidémie en Île-de-France. Un mot certainement scientifique avec son unité de mesure associée. Il faut traduire par « Le gouvernement est génial et ses décisions ralentissent l'épidémie, même si j'ai aucun chiffre ». C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. Passons maintenant au point politique, présenté par votre serviteur requin. Aujourd'hui, la condition de l'homme moderne par Hannah Arendt. La condition de l'homme moderne est un des principaux ouvrages d'Hannah Arendt. Pas seulement parce qu'il traite d'un sujet central de la philosophie, à savoir l'homme, mais également car il constitue un tournant dans la pensée philosophique traditionnelle quant à la vie. En effet, dans cet ouvrage, Hannah Arendt ne nous parle pas de la vie contemplative comme on pourrait s'y attendre dans un livre de philosophie, mais plutôt de la vie active, dite via activa. Cette dernière est opposée à la vie contemplative car elle n'est pas une quête de bonheur que l'on acquiert dans l'instant présent, mais est une vie d'action et de désir. L'homme doit agir et s'accomplir. L'homme doit s'accomplir par la vie active qui se compose de 3 caractéristiques majeures. Le travail, l'œuvre et l'action. Pour Hannah Arendt, c'est le travail qui caractérise le plus l'homme moderne. En effet, ce que l'on pourrait appeler homo laborens n'est conditionné par la société que pour le travail. C'est d'autant plus flagrant dans le cadre sanitaire actuel. Reconfinement des libertés, oui, mais reconfinement du travail, non. L'homme s'enferme dans son travail et se coupe donc des autres, et donc, il se coupe de toute société. Cette séparation avec les autres l'empêche donc de vivre sa liberté dans le domaine public. Le fait que s'il n'y a plus de volonté de vie avec les autres, le domaine public n'existe plus. L'homme ne vit plus que dans le domaine privé, ce qui le ramène juste au rang de simple individu et plus au rang d'élément d'un groupe. Cette condition d'enfermement se manifeste également parce qu'Hannah Arendt appelle l'œuvre, qui dans le monde moderne permet à l'homme d'œuvrer dans la fabrication de machines qui le remplacent dans le travail et lui permettent donc de se créer un confort imaginaire individuel. La troisième caractéristique de l'homme, l'action. L'homme, par nature, est fait pour agir. C'est un animal politique, fait pour agir dans un cadre commun avec les autres hommes. Il fait usage de la politique. L'homme, dans le monde moderne, n'use pas de la politique pour se réaliser et exprimer sa liberté. La politique lui sert, au contraire, de moyen de survie. Autrefois, l'homme cherchait à agir tout en réfléchissant à la portée de son action, à ses répercussions, etc. Aujourd'hui, l'homme n'agit que pour lui-même et n'agit plus pour le bien commun. En agissant ainsi, en enlevant la substance même de l'action, l'homme renonce à agir pour se réaliser et donc pour réaliser sa liberté. En résumé, découpler liberté et politique, c'est vider le contenu de la liberté, faire de la sphère politique une caricature de ce qu'elle a été. La politique n'occupe plus une place de premier plan comme ce fut le cas avant l'avènement de la modernité. La position d'Hannah Arendt est donc très réaliste. Elle valorise l'espace public,
non comme existant, mais comme ayant existé et ne pouvant plus exister tel qu'il fut et ne peut plus être. Nous ne pouvons que rejoindre ce triste constat. Tout est détruit, mais l'idée de ce qui a existé vit encore à travers nous. Hannah Arendt ne donne aucune solution pour rompre avec la modernité et pour sauver la politique. Elle ne fait qu'établir le constat d'un monde mort. Un monde qu'une future génération d'hommes doit détruire pour mieux rebâtir après. Stoppons tout, avec un peu de douceur. Je vous propose la chronique musicale animée par Lupus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un air des plus connus que vous avez sûrement encore en tête en ce moment, dans le sens où il est revenu avec une petite vidéo dans laquelle on aperçoit un chat s'ambiancer sur un air de tam-tam joué dans la rue. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est que cet air-là? Effectivement, le gars, il chante un peu en yaourt, connaît même pas la langue. Et ben, lui-même ne s'est même pas embêté, il surfe un peu sur une mode internet. Du coup, cet air-là est très connu, c'est devenu une base de Vine, pas mal reprise par les Japonais, dans le sens où il y a même eu un montage fait avec l'anime Bleach, dans lequel on aperçoit l'héroïne danser avec un poireau. Bon, au-delà de ça, c'est devenu un peu un tube dans les reprises pop du pays, je parle encore du Japon, mais il se trouve que cet air-là, en fait, vient d'origine de la Finlande, et que c'est un air carrément traditionnel. Il a été connu à travers le monde en 1999, donc c'est devenu un tube de l'été, dira-t-on, joué par le groupe Loituma, alors même pas tant joué, parce que c'était chanté a cappella, et on retrouve des traces de ce chant-là déjà en 1930, donc en Finlande, et ça c'est monsieur Eino Kettunen qui l'a répertorié. Alors maintenant je vous invite à écouter une des versions les plus intéressantes selon moi, donc qui est assez récente, elle date d'il y a 2 ans, d'un groupe qui va jouer avec des instruments. On part sur une seule chanteuse et c'est le groupe Slackbird qui le chante. Donc voilà, appréciez bien et peut-être même danser à la maison. No niinpä hoppista hojaa nimenomaan. Se menee näin. Jokaisella viulussa mun ja voivotti. Ei tätä paikkaa Markus hakkaa. Silloin kun tanssoilla jos taitaa. Sali pili hipput tukkut tupput ja äppät tipput hiljalleen. Kevän äitinsä kammarissa virsiä vei sitä huijutti kun tämä poikon naapurissa ämmän tyttöön huijutti. Ei tätä paikkaa Markus haitta kun akkoja hukkii laijasta laitaan. Sali pili hipput tukkut tupput ja äppät tipput hiljalleen. Sen oli lystiä soita jälkeen saimme kertaa syttyttek. Kotti kun menty niin ämmä se riittää Ieva ja alkoi nyhkyttek. Ja sanoi Ievalle mitäpä se haittaa laskua vihin laajasta aikaan. Sali pili hipput tukkut tupput ja äppät tipput hiljalleen joo. Minä pääsin korjautumaan siellä tätä morjois pakkuamaan. Hei tätä vaikkaan nyt haittaa sillä kun tanssoo laijasta laitaan. Saimille hepput tupput tapput ja äppät tepput teljalleen. Minä sanoin että purrat pitää ei vaatii vaan tielasta. Saan mennä ite vaikka lännestä itse vaan minä aamuun tielasta. Sillä ei tätä vaikkaan ämmät haittaa sillä kun tanssoo laijasta laitaan. Saimille hepput tupput tapput tapput tipput teljalleen. Joo, soita koita soita.
Continuons cet instant culturel avec l'histoire. Aujourd'hui, la guerre de Yougoslavie, présentée par Charvet. Pour les plus anciens d'entre nous, la guerre en Yougoslavie ne fait pas partie de l'histoire, mais des souvenirs de jeunesse. Les Yougos dans le métro faisaient un peu partie du paysage, comme le sont les Syriens aujourd'hui. Pourtant, cette guerre un peu oubliée par nos contemporains regorge d'enseignements et d'avertissements pour notre avenir. 10 ans avant le 11 septembre 2001, qui a transformé la vision de l'imaginaire collectif sur les conflits du XXIe siècle, le conflit yougoslave a rappelé à l'ensemble du monde qu'un pays européen moderne n'était pas à l'abri d'une guerre civile meurtrière. En 1945, après s'être libérée des nazis, la Yougoslavie devient une fédération regroupant les États de Slovénie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie et de la Macédoine. Elle fait partie de ces nouvelles républiques socialistes de l'Est, nées sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. À la différence d'autres États de l'Est, comme la Pologne ou la Hongrie, elle s'est libérée seule, sans l'aide de l'armée rouge, et peut se permettre une certaine indépendance de décision vis-à-vis de Moscou. Tito prend les rênes du pays, et après la traditionnelle purge de tous les non-communistes, tiendra le pays d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1980. La chute de l'URSS, 10 ans plus tard, sera le dernier coup de boutoir contre la fédération, déjà largement fissurée et tentée par les séparatismes. À partir de 1991 jusqu'en 1995, puis en 1998 avec le Kosovo, le pays va s'embraser et se déchirer dans une guerre fratricide. Ce conflit est intéressant à plus d'un titre. Il s'agit d'une guerre européenne. Les images montrent des blancs luttant contre d'autres blancs dans des décors qui pourraient être ceux de nos cités joyeuses des années 70, voire comme à Sarajevo, dans des villes de province françaises. Cela nous rappelle que la civilisation n'épargne pas de la guerre. 7 ans avant le début du conflit, la Yougoslavie avait accueilli les JO en 1984. Le village olympique verra d'ailleurs des combats acharnés en son sein, et des stades seront transformés en cimetières. Ce n'est pas parce qu'un peuple a l'eau, l'électricité et la télé qu'il ne peut pas se mettre sur la gueule. Les conflits au Moyen-Orient ou en Afrique nous ont rendu la guerre exotique. Pourtant, nous ne devons jamais oublier qu'elle peut surgir de n'importe où, comme actuellement en Arménie. Le conflit yougoslave voit se déchirer des peuples habitant ensemble depuis plus de 50 ans. Il ne s'agit pas d'un conflit importé, mais d'une guerre de voisinage, serbe, croate, bosniaque. Si la fédération a surtout à partir des années 70 et 80 favorisé les déplacements de population entre États, le mélange est déjà ancien, mais n'a jamais vraiment pris. Qu'une étincelle déclenche l'explosion, et le voisin à côté de qui on habite depuis 10 ans se transforme en bourreau. C'est quelque chose d'assez commun dans les guerres civiles, que ce soit au Liban, en Syrie ou en Irak. L'huile et l'eau peuvent être côte à côte, mais ne se mélangent pas, ou seulement à la marge. Ce conflit fut d'autant plus meurtrier qu'il existait en Yougoslavie de nombreux couples mixtes, rendant les choix encore plus difficiles. Les exactions de part et d'autre rendront la cicatrisation très difficile. Encore aujourd'hui, si le calme est revenu, les plaies sont encore profondes. Enfin, c'est un conflit où il est difficile de déterminer objectivement les gentils et les méchants, donc difficile à appréhender pour nos manichéens modernes. Bien sûr, les BHL et autres ont pris fait et cause pour les Croates musulmans contre les Serbes orthodoxes, mais il est amusant de noter que, et ce ne sera pas la dernière fois, il le refera au Maïdan en 2013, BHL se retrouve du même côté que les néo-nazis croates et tchétniques, dont les parents ont combattu avec les nazis, contre les enfants des résistants serbes torturés par les mêmes. L'histoire est complexe. Il faut se rappeler que les basculements d'alliances peuvent profondément influer sur les stratégies et les rapports de force. Il ne s'agit pas de lignes claires comme dans un jeu vidéo avec une jauge ami-ennemi, mais d'une ligne floue qui passe dans le cœur de chacun et qui influe au gré des convictions et des nécessités. Le conflit yougoslave nous rappelle à l'heure de la simplification, du manichéisme, de l'ostracisation définitive que, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, la guerre n'est jamais finie, jamais impossible, jamais simple. La seule chose qui est sûre, c'est que, comme le disait Charles Maurras, la pire des guerres, c'est la guerre civile. Sans transition, la littérature, présentée par Kazad. 2084. Une colonie humaine sur un satellite de Saturne. Une société démocratique nommée Cerclon. Chaque individu, ou plutôt dividu, connaît sa place dans la société grâce à un grand classement qui a lieu tous les 2 ans, nommé la Clastre. Ce grand classement, fruit des observations de vos supérieurs, vos voisins mais aussi de votre famille, peut permettre à chaque individu d'évoluer dans la société. Chaque évolution ou involution entraînant systématiquement un changement du niveau de vie, du lieu d'habitat et de l'accès aux loisirs. Une société vivant dans une bulle, au milieu d'une planète inhospitalière. Une société où chaque rouage bien huilé lui permet de tourner comme une montre suisse. Chacun aspire à grimper les échelons du clastre, chacun aspire à un plus grand confort. Et c'est là le seul horizon des membres de cette société.
Et pourtant, un village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours. Non, des humains refusent de se résigner à être ces simples rouages, à n'être qu'une parenthèse de consommation. Ces humains veulent vivre libres, loin de cette prison à ciel ouvert qu'est la société Cerclon. Leur nom, la Volte. D'escapade dans la zone libre du dehors à de l'agite propre, ils passeront peu à peu à des modes d'action plus radicaux et plus violents, jusqu'à ébranler le principe même de la clastre et de toute cette colonie humaine. Le roman La zone du dehors a été écrit en 1999 par Alain Damasio. Cette dystopie dynamique, directe héritière de 1984, permet de réactualiser la critique du monde techno-totalitaire. On sera d'abord effaré par la description de cette société imaginaire, puis peu à peu effrayé par les similitudes avec le monde dans lequel nous vivons. Alain Damasio est aujourd'hui le rédacteur en chef de la revue Socialterre, revue de sociologie et d'études politiques. Penseur de gauche, il a notamment produit d'intéressantes réflexions à la suite de Foucault et Deleuze sur les sociétés de contrôle technocratique. Alain Damasio a aussi pris position en faveur des ânes mais aussi des gilets jaunes. Bref, cet ouvrage de science-fiction sans prétention vous permettra d'aller plus loin que le classique 1984 ou Le meilleur des mondes. Son rythme romanesque et son imaginaire permettent de lier l'utile à l'agréable, de passer un bon moment de détente tout en débroussaillant de nouvelles notions politiques. Et maintenant, le point culminant de notre émission, l'éphéméride, présenté par Clayton. Éphéméride du lundi 9 novembre 2020, 313e jour de l'année selon notre ami Grégoire, et jour de la grenade pour le calendrier républicain. Il ne reste plus que le 52 levées de soleil avant le terme de la révolution terrestre, et laissez-moi vous rassurer, nous vivons toujours dans le meilleur des mondes. Pour ceux qui suivent quotidiennement Radio Virus, sachez que vous êtes gentils, et c'est bien d'être gentil. Et du coup, voici une information rien que pour vous. 9 novembre 1975, naissance dans le 13e arrondissement de Raphaël Enthoven, fils de BHL Jésus, enfin plutôt son gendre. Un homme qui, sous couvert d'être philosophe, professe des âneries en public et en profite pour régler son Oedipe en épousant l'ex-femme de son père. Fin de l'information pour les gens gentils. Maintenant, tout le monde peut écouter. Le 9 novembre est pour nos voisins germains un jour particulier, qu'ils nomment eux-mêmes le jour du destin, ou Schicksalstag dans leur sabir BDSM. En effet, depuis le milieu du XIXe siècle, eurent lieu non pas 1, 2, 3 ou 4, mais bien 5 événements majeurs pour l'histoire allemande. Premier d'entre eux, 9 novembre 1848, l'exécution du parlementaire Robert Blum après l'insurrection viennoise, qui entérina la rupture entre les Habsbourg et le jeune parlement de Francfort. Petit saut dans le temps de 70 ans, et nous voilà le 9 novembre 1918. 2 jours avant la fin de la Première Guerre mondiale, l'empereur Guillaume II abdique et la République de Weimar est proclamée. 5 ans plus tard, mais toujours le 9 novembre, un certain Adolf Hitler organise un sit-in afin de protester contre l'augmentation du prix de la bière dans une brasserie munichoise. Résultat, le jeune Adolf est arrêté et emprisonné avec ses camarades pacifistes. D'ailleurs, ils ne reçoivent ni la 5 ni la 6, force à eux. Chers auditeurs, merci de rembarquer dans la machine qui remonte le temps. Notre prochain arrêt, 9 novembre 1938, la fameuse nuit de cristal. Adolf Hitler, devenu réalisateur entre-temps, essaie de filmer le premier opus de la franchise Die Hard, mais le projet ne vit jamais le jour, car la plupart des figurants avaient la fâcheuse tendance de mourir. Enfin, 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin, le deuxième mur le plus connu de l'histoire, et fin du jour, du destin, ou pas, seul l'avenir nous le dira. Allez, en voiture Marty, nous voici de retour vers le futur.